Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Scott Ritter. Scott est américain, ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis, ancien inspecteur des armes pour la Commission spéciale des Nations Unies, auteur et commentateur. Scott, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci de m'avoir invité. J'aimerais commencer par le cessez-le-feu. Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs cessez-le-feu échouer faute d'un cadre substantiel pour la paix. Quelle est la probabilité que ce cessez-le-feu tienne? Le cessez-le-feu est un processus, ce n'est pas un événement unique. Il n'y a pas de cessez-le-feu en ce moment. Donc parler d'un cessez-le-feu durable alors qu'il n'en existe pas est une absurdité. Nous parlons d'un processus dans lequel les deux parties sont montées aussi haut qu'elles le pouvaient sur l'échelle de l'escalade. Toute escalade supplémentaire transformerait ce qui est déjà une tragédie en un dommage permanent. Non seulement pour chaque partie au conflit, mais aussi pour la région et pour le monde entier. Je pense que toutes les parties en sont conscientes, à une exception près peut-être, Israël, qui semble être l'acteur le plus problématique ici. Mais vous savez, ce n'est que la première phase d'un processus plus long visant à parvenir à un cessez-le-feu qui puisse réellement durer. Lorsque cela a été annoncé, nous avions deux problèmes majeurs. Nous avions, vous savez, Israël-Liban, et nous avions les Émirats arabes unis qui ont décidé qu'ils voulaient, vous savez, apparemment commencer leur propre guerre avec l'Iran. Ce sont des questions non résolues qu'il faut régler. Il faut clarifier tout cela avant qu'un cessez-le-feu puisse avoir lieu. Et encore une fois, un cessez-le-feu ne se produira vraiment que lorsqu'il y aura un accord sur le résultat final. Il est difficile de parler de cessez-le-feu quand l'Iran met sur la table un plan de paix en 10 points, que les États-Unis présentent un plan de paix en 15 points, que les deux parties acceptent de s'asseoir et de travailler dessus pendant 2 semaines, puis que les États-Unis rejettent d'emblée la proposition iranienne. Pas de cessez-le-feu. Donc, il n'y a pas de cessez-le-feu pour le moment. Il y a un besoin de cessez-le-feu, et il y a peut-être même un désir de cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu à ce stade. En parlant de l'absence de cessez-le-feu, la nouvelle la plus importante est la dernière attaque israélienne au Liban. Celle-ci est survenue juste après l'annonce du soi-disant cessez-le-feu, et il est rapporté que 254 personnes ont été tuées dans ce qui est décrit comme l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Quelle est votre lecture de l'escalade d'Israël au Liban d'une manière aussi horrible, comme l'ont qualifié certains organes de l'ONU juste après cette annonce? Eh bien, tout d'abord, il faut se méfier de l'hyperbole, car isoler cette action israélienne comme particulièrement scandaleuse revient à minimiser les immenses fautes qu'Israël a commises par le passé, contre les Palestiniens, contre le peuple libanais et contre l'Iran. C'est comme si le bombardement iranien n'avait jamais eu lieu. Les gens ont-ils regardé Téhéran et vu les dégâts qui y ont été causés? Ce qu'Israël a fait à Beyrouth, bien sûr, est horrifiant. Ça doit être condamné. Mais prétendre que c'est anormal? Non, c'est normal. C'est ce que fait Israël. C'est ce que sont les Israéliens. Nous devons cesser de traiter cela comme une anomalie et comprendre que c'est littéralement la norme pour Israël. C'est ce qu'est Israël. Voilà qui ils sont, et nous devons les traiter en conséquence. Vous savez, les Israéliens ne veulent pas la paix. Ils ne peuvent pas avoir la paix.
Benjamin Netanyahou ne peut pas fonctionner dans un environnement où la paix aurait éclaté partout, car il perdrait alors toute légitimité. Il n'existe qu'en tant que dirigeant de la sécurité nationale. Il a besoin de crise, il a besoin de chaos, il a besoin de conflits. Donc pour préserver son propre héritage politique, il a besoin de guerre, et c'est ce qu'il fait. Il ne veut pas la paix. Israël ne veut pas la paix. La paix devra donc lui être imposée. La question maintenant est de savoir à quel point les États-Unis veulent la paix et ce que les États-Unis sont prêts à faire pour exercer une pression sur Israël afin d'obtenir cette paix. Et vous savez, c'est là que le président Trump doit décider. Est-il prêt à sacrifier son propre héritage politique personnel? Parce que c'est bien cela qui est en jeu ici. La fin de Donald Trump, de la marque Donald Trump. Il est dangereusement proche d'être balayé lors des élections de mi-mandat par les démocrates qui le tiendraient alors, lui et son administration, pour responsable. Et ce serait la fin de la présidence et de l'héritage de Donald Trump. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante que c'est effectivement là où il en est. La question est donc de savoir s'il va laisser Benjamin Netanyahou le détruire. Je pense que la réponse est non. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est un processus, et nous allons devoir laisser ce processus suivre son cours. Tragiquement, cela signifie qu'encore plus de personnes vont mourir, car Israël est une partie absolument irresponsable. Et quand vous dites que davantage de personnes vont mourir, parlez-vous uniquement du Liban ou de toute la région? Partout dans la région. C'est ce qu'Israël fait pour vivre. Israël tue des gens. Ils tueront des gens au Liban, ils tueront des gens en Syrie, ils tueront des gens au Yémen, ils tueront des gens en Iran, ils tueront des gens partout où ils estiment devoir le faire. Ils le feront directement ou indirectement. Israël est responsable de toute la violence au Moyen-Orient. Je voulais vous poser quelques questions sur certains des points de discussion concernant ce que les deux parties vont aborder à Islamabad, samedi, je crois. Certains rapports parlent de vendredi, d'autres de samedi. Je n'en suis pas sûr. Je voudrais particulièrement vous interroger sur les exigences de l'Iran concernant l'enrichissement, la levée des sanctions et le retrait des bases militaires américaines. Donald Trump a déclaré qu'ils allaient maintenir les troupes américaines très proches et que si l'Iran n'accédait pas aux demandes des États-Unis, ils attaqueraient de nouveau. Que pensez-vous de ces clauses? Eh bien, commençons par l'enrichissement. L'Iran conservera le droit d'enrichir. C'est garanti à 100%. La seule situation dans laquelle l'Iran y renoncerait serait si le pays était détruit, si le régime s'effondrait. Et les États-Unis comme Israël seront incapables d'atteindre un tel résultat. Cependant, il y aura des compromis. Et je pense que ces compromis seront définis par les accords qui étaient presque conclus avant que la présente série de combats ne commence, le 28 février. Je pense qu'au bout du compte, cet accord servira de base à ce à quoi ressemblera un accord nucléaire post-conflit. Et pour Donald Trump, il pourra proclamer une grande victoire, car cet accord est plus solide pour bloquer toute voie potentielle permettant à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Ce qu'il n'a jamais voulu faire. Nous devons nous convaincre qu'ils ne le peuvent pas. Cet accord l'empêche. Le JCPOA ne le faisait pas. Donc Donald Trump peut dire « J'ai un meilleur accord. Je vous ai promis un meilleur accord. Je vous ai donné un meilleur accord. » Je pense vraiment que cela va être sur la table. C'est là que les États-Unis vont devoir aller voir Israël et dire « Vous devez accepter la réalité ici. » Voilà, les sanctions seront levées, totalement levées. Les résolutions du Conseil de sécurité effacées, les notifications du Conseil des gouverneurs de l'AIOA et autres effacées.
L'Iran va repartir sur une base totalement vierge. C'est pratiquement aussi une garantie. Les bases américaines, eh bien si j'étais les Iraniens, je n'insisterais pas trop là-dessus, parce que cela va arriver. Les États-Unis sont déjà en phase de repli. Les bases n'ont plus de justification dans les zones où l'Iran n'exerce pas de contrôle direct. Les États-Unis ont déjà commencé à se retirer de Syrie et d'Irak. Certains pays comme le Qatar ont indiqué que les États-Unis ne seraient pas les bienvenus à leur retour. Et s'il y a un accord de paix qui permet réellement à l'Iran d'exister sans restriction, alors il n'y a plus besoin d'une présence militaire américaine dans la région, surtout d'une présence importante. Ainsi, plutôt que les Iraniens essayent d'humilier l'Amérique, ce qui ne fonctionnera pas, je le dis franchement, les Iraniens feront des compromis sur ce point et laisseront simplement la nature suivre son cours. Vous savez, vous n'avez pas mentionné le détroit d'Ormuz. C'est un point crucial. Mais Donald Trump semble déjà accepter le fait que l'Iran va contrôler le détroit d'Ormuz. Et dans tout cela, il parle de la manière dont l'Iran et les États-Unis vont collaborer. Maintenant, savoir si ça se passera vraiment ainsi, qui peut le dire? Mais je crois que, et les Iraniens ont évoqué des réparations, mais il n'y aura pas de réparation directe. Ce que je crois, c'est que les péages qui seront mis en place dans le détroit d'Ormuz, l'argent qui y sera collecté, serviront à financer les réparations, la reconstruction en Iran et ailleurs. Je pense que c'est une solution élégante qui peut être trouvée. Vous savez, les États-Unis ont formulé certaines exigences qui ne sont absolument pas réalistes. Pour obtenir ces exigences, il faut gagner la guerre, et les États-Unis n'ont certainement pas gagné cette guerre. Et quelles seraient certaines des exigences que les États-Unis mettraient en avant? Parce que ce n'est pas très clair pour nous. Des responsables de la Maison-Blanche, comme Caroline Leavitt, ont déclaré que les points qui circulent dans les médias ne sont pas ceux qu'ils défendent réellement. Il y a beaucoup de spéculations. Si possible, donnez-nous votre point de vue sur ce que les États-Unis proposeraient. Eh bien, les deux grands points sont l'absence d'enrichissement nucléaire et l'absence de programme de missiles. Ce qui signifie que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. L'Iran acceptera-t-il une sorte de limitation de ses missiles? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils le feront ou non. Ce sont les missiles qui leur ont permis de gagner cette guerre. Et si j'étais l'Iran, je n'y songerais même pas, tant que les armes nucléaires d'Israël ne seraient pas mises sur la table. Mais personne ne parle du programme nucléaire israélien. Donc, au bout du compte, je pense que les exigences des États-Unis vont se résumer à un accord de compromis sur l'enrichissement et un accord de compromis sur le détroit d'Ormuz. Et plutôt que de s'en prendre au programme de missiles de l'Iran, il s'agira de mettre en place un mécanisme de sécurité régionale qui aide à prévenir le déclenchement d'une guerre et rende ainsi le programme de missiles iranien sans objet aux yeux de ses voisins. Mais encore une fois, les États-Unis n'ont pas une position de force ici. Ce sont les États-Unis qui ont le plus besoin que cette guerre prenne fin, bien plus que l'Iran. Je voulais vous demander un peu comment vous décririez le résultat de cette guerre jusqu'à présent, étant donné qu'il y a eu tellement de hasbara. Si vous pouviez nous apporter un peu de clarté en termes militaires, comment l'Iran s'en est-il sorti pendant ces 40 jours? Ce serait utile, car si la guerre reprend, il pourrait être important de savoir ce qui s'est passé au cours des 40 derniers jours, d'un point de vue militaire. Eh bien, disons-le en termes généraux. L'Iran a affronté les deux armées les plus puissantes du monde, Israël et les États-Unis,
notamment en ce qui concerne la puissance aérienne. L'Iran les a affrontés et leur a refusé la victoire. Les objectifs des États-Unis et d'Israël étaient un changement de régime. Cela ne s'est pas produit. En fait, le régime s'est renforcé. L'autre objectif était la destruction ou la neutralisation des capacités iraniennes en matière de missiles balistiques et de drones. Cela non plus ne s'est pas produit. L'Iran a conservé des capacités importantes et a démontré qu'il pouvait frapper n'importe quelle cible avec ses missiles et ses drones. Vous savez, les États-Unis aiment parler de la destruction de la marine iranienne. Mais je tiens à souligner que la marine iranienne a posé hier des mines dans le détroit d'Ormuz, le bloquant complètement. Il est donc clair que la marine iranienne n'est pas détruite. En réalité, je ne pense pas que nous ayons détruit grand-chose, à part des bâtiments vides, car nous sommes entrés dans cette guerre sans vraiment comprendre ni saisir comment l'Iran s'est organisé pour sa défense. 31 districts militaires autonomes, chacun capable de poursuivre le combat isolément des autres. Nous n'avons donc jamais vraiment pris la mesure de cela. L'Iran étudie depuis des décennies la manière dont les États-Unis et Israël mènent la guerre. On oublie souvent que l'Iran avait un accord de défense aérienne avec la Syrie, dans le cadre duquel des spécialistes iraniens de la défense aérienne étaient déployés en avant avec certains moyens iraniens. L'Iran a observé la façon dont Israël opérait, comment ils communiquaient, quel système d'armes ils utilisaient. Ils ont étudié de la même manière la façon dont les États-Unis opéraient. Nous avions une implication aérienne importante au-dessus de la Syrie, utilisant tous les types d'aéronefs, observant comment nous communiquions, quelles armes nous utilisions et quelles étaient nos tactiques. Et l'Iran s'est adapté en conséquence. Quand on regarde comment cette guerre a commencé, la propagande disait que les États-Unis et Israël avaient anéanti les systèmes de défense aérienne iraniens, qu'ils les avaient complètement détruits. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien les Iraniens ont-ils simplement décidé de ne pas jouer cette phase du conflit? Parce que cette phase reposait sur des armes à longue portée tirées à distance. Vous savez, ce n'est pas que les avions israéliens et américains dominaient physiquement l'espace aérien iranien. C'est plutôt que depuis la périphérie, nous pouvions lancer des armes qui frappaient profondément à l'intérieur du pays avec une grande efficacité. Oui, ils ont touché des cibles, mais quelles cibles se sont réellement présentées? Je parierais que la grande majorité des cibles frappées par les États-Unis et Israël, liées à la défense aérienne, étaient des leurs, pas les véritables systèmes. Les vrais étaient en réalité dissimulés dans des abris, dans des bunkers, quelque part, cachés. Et ce que nous avons vu, c'est que lorsque les États-Unis et Israël ont commencé à épuiser leurs armes à distance, l'Iran a entrepris de rétablir son système de défense aérienne, en utilisant de toutes nouvelles tactiques et capacités. Plutôt que de mener une guerre centrée sur le radar, qui est le modèle normal des opérations de défense aérienne, l'Iran est intervenu avec des systèmes de poursuite infrarouges et électro-optiques, changeant de tactique tout. Et c'est pourquoi ils ont connu un grand succès dans cette phase la plus récente, en abattant des avions américains, parce qu'ils jouent à un jeu différent de celui auquel nous étions préparés. Les Iraniens ont réfléchi à tout cela. Ils savent ce qu'ils font. C'est un plan élaboré depuis 20 ans. Les États-Unis sont intervenus et nous avons modifié notre plan au jour le jour. Cela montre immédiatement qui gagne et qui perd. Les Iraniens ont été constants du début à la fin. Ils savent où ils veulent aller. Ils savent ce qu'ils veulent accomplir. Ce sont les États-Unis qui changent les paramètres de la victoire, qui modifient les structures de force et qui revoient leurs priorités presque quotidiennement. Et ce n'est pas le signe d'un camp qui se porte bien, c'est le signe d'un camp désespéré.
Je voulais vous interroger un peu sur l'importance de cette guerre pour l'OTAN, étant donné que vous avez beaucoup insisté et parlé de la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine. Donald Trump a critiqué l'Union européenne pour ne pas avoir apporté de soutien militaire direct pendant cette guerre. Selon vous, quel sera l'impact de cette guerre sur l'avenir de l'OTAN et par conséquent sur son rôle en Eurasie? Je pense que cette guerre est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en ce qui concerne la viabilité de l'OTAN. C'en est fini de l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN n'ont pas su reconnaître la réalité dans laquelle ils évoluent, surtout dans l'ère post-guerre froide, où l'OTAN ne sert pas de partenaire ni d'égal aux États-Unis, mais plutôt d'élément subordonné à la sécurité nationale et à la politique étrangère américaine. Le rôle de l'OTAN était de saluer avec discipline et de dire « oui, monsieur » aux États-Unis, pas d'élaborer sa propre réflexion indépendante sur ce qui est le mieux pour l'Europe. Et ils l'ont oublié. Et ils l'ont oublié face à un homme qui garde rancune. En ce moment, Donald Trump va demander des comptes à l'Europe pour son incapacité à se rallier à sa guerre d'agression illégale contre l'Iran. Vous savez, hier soir, Marco Rubio a parlé de retirer 100 000 soldats d'Europe. Voilà, c'est fini. Il a expliqué que nous n'allions pas venir en aide aux nations qui ne nous ont pas soutenus. Eh bien, adieu l'article 5. Donc vous savez, quand Mark Rutte est devenu secrétaire général, j'ai dit qu'il serait le dernier secrétaire général de l'OTAN. Et je pense que les faits montreront qu'il sera effectivement le dernier secrétaire général de l'OTAN. C'en est fini de l'OTAN. Ils sont terminés. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que le drapeau soit abaissé et que le siège ferme. Si l'OTAN existe encore dans un an, ce ne sera que de nom. Car lorsque les États-Unis ne font plus partie de la structure de l'OTAN, cette structure est incapable de faire quoi que ce soit de sérieux. Is er counseling des dijsnalig de brood? And Les Russes sont déjà en train de l'emporter. L'Ukraine ne tient plus qu'à un fil. Une grande partie de la capacité de l'Ukraine à continuer de résister à la Russie provient de l'aide fournie par l'Europe. Mais, vous savez, la posture européenne repose toujours sur des garanties de sécurité liées à l'OTAN et à son existence, surtout en ce qui concerne l'aspect de la défense collective. Vous savez, l'OTAN peut se permettre d'adopter une attitude ferme si elle croit que, si la Russie s'en prend à un ou plusieurs de ses membres, l'ensemble de l'Alliance viendra à leur défense. C'est une forme de dissuasion. Mais lorsque les États-Unis se retirent, l'OTAN perd cette capacité. Et l'Europe sera exposée comme l'entité très faible et dysfonctionnelle qu'elle est. Je pense que l'Ukraine continuera à vaciller. Lorsque l'Ukraine s'effondrera, je ne vais pas fixer de date, mais je peux dire que l'Ukraine s'effondrera et que la Russie atteindra tout ce qu'elle souhaite atteindre. En réalité, comme la Russie est dans une position si forte, elle a la capacité d'intervenir diplomatiquement à la recherche de ce que certains pourraient appeler un grand compromis avec les États-Unis. Cela pourrait inclure la fin du conflit iranien à des conditions acceptables pour l'Iran et la Russie, ainsi que la réduction du conflit ukrainien à des conditions exclusivement favorables à la Russie et au détriment de l'Europe. Et les Européens devraient-ils finalement être contraints de faire la paix avec la Russie? Je ne sais pas comment on peut les forcer à faire la paix. Je pense que l'Europe voudra faire la paix parce qu'elle n'aura pas d'autre choix, surtout lorsque les États-Unis se désengageront du cadre de sécurité collective. L'Europe est incapable de se défendre. Et à ce titre, elle sera comme un agneau conduit à l'abattoir. Elle n'aura d'autre choix que de faire la paix avec la Russie.
Je voudrais vous poser quelques questions sur Cuba. Certaines analyses suggèrent qu'après le Venezuela et l'Iran, Cuba pourrait être le prochain pays concerné, étant donné que selon de nombreux analystes à Cuba, la mission de vie de Marco Rubio serait de renverser le gouvernement cubain. Selon vous, quelle est la probabilité d'une guerre directe contre Cuba? Ça n'arrivera pas. Les États-Unis ont montré une faiblesse fatale en matière de projection de puissance. Nous manquons d'armes à distance suffisantes. Tout ce que Cuba a à faire, c'est de résister et d'attendre la fin de toute action américaine. Le précédent de l'Iran est clair. La reddition a été la solution pour le Venezuela. Cuba sait désormais qu'elle peut soit suivre la voie du Venezuela, soit celle de l'Iran. Et la Russie a montré qu'elle était prête à soutenir Cuba en envoyant plusieurs pétroliers pour violer le blocus énergétique que les États-Unis ont imposé à l'île. Les États-Unis ne vont pas arrêter la Russie. Je pense donc qu'en ce moment, nous allons devoir repenser nos objectifs et nos buts stratégiques vis-à-vis de Cuba, car le battage post-Venezuela, selon lequel nous allions entrer à Cuba et faire la même chose à sa direction que ce que nous avons fait à Maduro, n'est que des menaces creuses. Le pétrolier russe est arrivé à Cuba avec son pétrole, et des rapports en ont parlé. Penses-tu qu'il y ait eu un accord entre les gardes-côtes américains et les Russes, ou bien qu'ils aient simplement échappé aux Américains pour atteindre Cuba? Eh bien, je pense qu'il y avait un accord tacite. Les États-Unis n'allaient pas s'en prendre à un navire battant réellement pavillon russe. Ils ont joué avec des navires qui changent de pavillon en cours de route, ce qui rend juridiquement discutable le fait qu'il s'agisse ou non d'un navire sous pavillon russe. Mais ces pétroliers qui arrivent, ils appartiennent à la Russie, à la Fédération de Russie. Les États-Unis ne vont pas y toucher. Nous allons nous arrêter là, Scott. Merci beaucoup pour votre temps. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Moudiar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.